Bonsoir à tous. Allez, j'attends un petit peu que vous soyez un petit peu plus nombreux. On va démarrer. J'aurais pu me coiffer. Il y en a un qui dit j'aurais pu me coiffer. Quel salopard. Allez, j'attends qu'on se connecte, qu'on soit un petit peu plus nombreux et on va faire un petit live tout court. Parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Pour parler bien évidemment de l'affaire qui nous a tous peinés et qui secoue en ce moment la France. On va en discuter là un petit peu rapidement. Voilà. J'attends que vous connectiez. Allez, dès qu'on arrive à 3000, je démarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Allez, on est presque à 3000. À 3000, je démarre. Allez, j'attends. Allez, on est à 3000. C'est bon, je démarre. Bon, les amis, oui, petit live très rapide, hein, ça va pas être un live très très long pour vous parler de, voilà, j'ai 29% de batterie, donc je vais pas m'éterniser. C'est pour vous parler donc de l'affaire qui a secoué là récemment l'actualité, de l'affaire Lola. En fait, si vous voulez, il faut comprendre un truc qui est très simple. Bon, on est tous sidérés par l'horreur de la chose, parce que là, on bascule vraiment dans quelque chose qui est... c'est plus seulement du fait divers avec une empoignade, une rixe, un coup de couteau pour un mauvais regard. Là, vraiment, il y a vraiment un virage dans l'horreur. C'est vraiment quelque chose de... Je crois que vraiment tout le monde a été touché. J'ai vraiment senti que ça a été unanime. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont été touchés, mais parce que en fait, il y a tout. Dans ce crime, il y a tout. Il y a le fait, il y a l'innocence de la victime déjà. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui a fait sa vie, c'était une personne qui allait faire sa vie. Et si vous voulez, la place de l'enfant dans l'Occident, historiquement, bon, dans beaucoup de cultures, c'est le cas aussi, mais c'est sacré. C'est pratiquement nous les premiers qui avons codifié la société pour que l'enfant soit reconnu, pour qu'en fait l'enfant ne soit pas traité comme un petit adulte, mais bien comme un enfant. Et la place qu'a l'enfant dans la société occidentale fait que quand il lui arrive des choses aussi terribles, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est-à-dire que dans notre civilisation, dans notre culture, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment avec Simon Bastro au téléphone. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des histoires de croque-mitaines, des histoires Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup d'histoires comme ça sur les enfants, sur les gens qui faisaient du mal aux enfants. Parce que c'est pratiquement le mal suprême, en fait. C'est même le mal suprême, parce que l'enfant est sans défense. Et donc, le mal que l'on peut faire à un enfant, c'est un mal en plus qui ne coûte presque rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est armé, quelqu'un qui est fort physiquement, peut disposer comme il le souhaite d'un enfant. Et c'est ça, en fait, qu'il y a de terrible dans les crimes contre les enfants, c'est qu'en plus, il y a la facilité par-dessus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est presque un interdit. C'est comme, par exemple, à la chasse, on ne tue pas les animaux qui sont en gestation. Quand une femelle est enceinte, on ne tire pas dans une femelle qui est enceinte. Parce qu'en fait, on a bien conscience que c'est dans le cycle de la vie, on n'élimine pas les mères en gestation et on élimine encore moins les petits. On ne tue pas enfin, moi, je suis chasseur, je ne tue pas les marcassins. C'est quelque chose qui est acquis, mais même si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se borne à l'Occident, c'est vraiment dans beaucoup de cultures, l'enfant, l'enfant est intouchable. Et là, on a une gamine très représentative du génotype français, parce il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. C'est une blanche française typique,
C'est un visage très français. Voilà, c'est presque un visage gaulois. Une petite fille comme ça, à la peau claire, aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Et là, il y a un assassinat direct, symboliquement. Hein, c'est vraiment la symbolique est très importante. Il y a un assassinat contre l'avenir français. Cet enfant représente l'avenir de la France, puisque c'est une jeune Française très typée française, et elle est assassinée. Et elle est assassinée pas par n'importe qui. Et ça, c'est très important aussi symboliquement. C'est-à-dire que on a un enfant, voilà, qui représente un peu l'essence génétique du pays, qui est assassiné par des gens qui faisaient une obligation de quitter le territoire français, qui faisaient l'objet, pardon, d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été respectée. Donc là, si vous voulez, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et par-dessus, et je crois que c'est ça le plus horrible, enfin, c'est pas le plus horrible dans l'histoire, mais c'est la pointe d'humiliation qu'il y a à chaque fois, c'est que Emmanuel Macron a tweeté pour féliciter Benzema. Alors Benzema, bon, il est d'origine algérienne, il a rien à voir avec le crime. Il y a plein d'Algériens qui ont rien à voir avec ce crime, évidemment. Mais symboliquement, si vous voulez, symboliquement, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a une jeune Française qui est assassinée par 4 ressortissants algériens. Et il a fait en 48 heures un tweet pour les 61 ans des heures qu'il y a eu en Algérie. Il a fait un tweet pour Benzema. Ça tombe mal. Voilà, ça tombe mal, ça manque un petit peu de délicatesse, ça manque même j'ose dire, d'intelligence. Si c'est fait exprès, c'est démoniaque. Si c'est pas fait exprès, c'est très inquiétant parce que le type qui est à la tête de l'État n'a pas fait la corrélation simple entre gratifier un type pour son ballon d'or le jour où il y a une gamine qui est démembrée par des ressortissants algériens. C'est complètement dément. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y aura pas, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre. Je suis désolé de vous dire ça. Je sais que ça va être très difficile à entendre. Il n'y aura pas de résonance autre que virtuelle au décès de la petite Lola. C'est-à-dire, on va tous être fâchés, on va tous poster des choses sur Internet, on va tous vouloir un peu faire émerger cette question dans les grands médias, et ça ne marchera pas. Je vous le dis d'ores et déjà, ça ne marchera pas. Si cette gamine avait été de n'importe quelle autre ethnie que blanche et de souche, parce que très certainement que ses ancêtres sont catholiques, il y a 99,9% de chances que ses ancêtres soient catholiques, si elle avait été n'importe quelle autre origine et n'importe quelle autre confession ou n'importe quel autre bagage culturel que français, ça serait un truc du niveau de George Floyd. Voilà. C'est-à-dire que si jamais il y avait un groupuscule d'extrême droite qui avait attrapé un enfant d'origine maghrébine, musulman ou juif ou ce que vous voulez, ou asiatique ou quoi, mais là, les JT seraient en effervescence, ça serait de la lave, ça serait de l'incandescence. Les postes télé seraient incandescents. Et le problème, c'est que, en fait, les grands mouvements de ce monde sont générés par la toute-puissance médiatique. Les médias font et défont les civilisations. Il faut bien comprendre que ce ne sont plus les armées qui font et défont les civilisations, ce sont les médias. Et ça vaut pour la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est une guerre médiatique. Il y a des forces en présence, bien sûr, il y a une pression militaire, mais c'est sur le terrain médiatique que ça va se jouer. Et aujourd'hui, les médias font et défendent des empires, font et défendent des nations, font et défendent des cultures, et surtout font ou ne font pas émerger des thèmes, des thématiques. Et le massacre, le martyre de la petite Lola, en fait, aurait dû être un espèce de précédent. Médiatiquement, ça aurait dû être l'explosion. Dans un pays sain, ça aurait dû être la vague de consternation, et on devrait être en boucle là-dessus, mais en convoquant les responsables politiques, en convoquant ceux qui ont permis que ça arrive, parce qu'il y a des gens qui ont permis que ça arrive. Il faut être capable de le dire. Il faut être capable de dire, il y a des gens qui ont la responsabilité que cette chose n'arrive pas et cette chose arrive. Voilà. On a un ministre qui était chargé de faire respecter les obligations de quitter le territoire français et qui ne l'a pas fait. Il y a des complices à ce qui se passe. Quand on a des gens qui n'ont pas la nationalité française, qui se baladent en liberté
dans nos rues et qui finissent par commettre des crimes, les sans-frontiéristes ont une responsabilité. Les gens qui sont comme ça contre le contrôle aux frontières, qui sont pour l'accueil de tout et de n'importe quoi dans notre territoire, ont une part de responsabilité là-dedans. Et en fait, on n'est pas capable médiatiquement, les médias ne veulent pas faire de cet événement un précédent et du coup convoquer qui doit être convoqué et qui doit s'expliquer publiquement. Voilà. Alors, dans un pays sain, dans un pays autre que postmoderne, il y aurait eu des émeutes à minima, une vague de protestations, une insurrection, c'est envisageable. Or, il n'y aura rien d'autre que, et j'en fais partie, il n'y aura rien d'autre que des gens qui exprimeront leur désespoir virtuellement sur Internet. Mais le problème, c'est que tout ça est du virtuel. Je veux que vous compreniez que le monde dans lequel on est en train de discuter en ce moment, c'est-à-dire moi depuis l'endroit où je suis et vous depuis l'endroit où vous êtes, c'est un monde virtuel. C'est un monde qui n'a pas d'incidence sur le monde réel. Il en a très très peu. Je milite depuis des années, il y a des gens qui militent depuis bien plus d'années que moi. Et en fait, le constat commence à être le même, c'est que le virtuel trouve ses limites. J'ai fanfaronné il y a un an en disant qu'on avait gagné la bataille d'Internet, la droite, ce qui est vrai. Mais en fait, ça ne débouche pas sur des choses plus conséquentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a encore trop de gens qui sont en train d'attendre des solutions virtuelles et qui manifestent leur idéologie virtuellement et qui ne sont pas en accord avec ça dans la vie qu'ils mènent et dans les choix qu'ils font. Vous avez l'impression, j'imagine tous, que oh là là, tout le monde a envie de réagir à ce qui s'est passé pour Lola, mais parce que vous êtes dans une bulle, vous êtes dans une bulle algorithmique. Il faut comprendre que nous sommes dans un pays qui a voté à 58% pour Macron. Et ne me dites pas, oui, mais il s'était pas encore passé ce qui s'était passé pour Lola, parce que des événements comme ça, il s'en est passé des centaines. Il y a une gamine à Lyon qui a été traînée par une BMW ou une Mercedes qui lui rentrait dedans. Elle a été traînée sur plusieurs centaines de mètres. Ces choses-là existent depuis des années. La décapitation de Samuel Paty, moi je me suis dit, ça y est, les Français, là ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue du point de vue civilisationnel. Et en fait ça n'arrive pas. En fait ça n'arrive pas, ça ne se déclenche pas, parce que il y a énormément de gens qui ont des positions très marquées virtuellement, mais qui n'ont pas une occupation du terrain, je parle, mais pas du terrain, pas dans le sens manifestation, organisation, je sais pas quoi, je parle individuellement. Avant, civilisationnellement, quand un membre d'une communauté était attaqué, à la paroisse, dans l'église, on exhortait la communauté à agir. Je vous rappelle que la première croisade, elle a été possible avec l'appel d'un évêque à Clermont. À l'époque, la France était un territoire de forêt. Les villes étaient séparées par des jours et des jours de marche, ou des semaines même, et des jours à cheval. Et il y a un petit évêque à Clermont qui a fait un appel en 1096 ou en 1093, je confonds à chaque fois. Les seigneurs sont venus, c'était un clerc qui a fait cet appel-là. 3 ans plus tard, il prenait Jérusalem. Voilà. Vos ancêtres, ils n'étaient pas dans le virtuel. Nos ancêtres, ils n'étaient pas dans le virtuel. Et ils avaient une boussole, politique, une boussole, si vous voulez, structurelle, socialement, qui était le catholicisme. Je sais que vous n'aimez pas entendre des discours qui vous appellent à retourner aux religieux. Mais il faut bien comprendre que chaque fois que l'Occident a pu se réveiller contre une agression extérieure, et nous vivons une agression extérieure qui est devenue maintenant intérieure, c'est par la mutualisation des forces catholiques, par la mutualisation, enfin en tout cas, par la compréhension que nous sommes une civilisation face à une autre. Nous sommes la civilisation européenne d'ascendance chrétienne, bercée de philosophie hellénistique, si vous voulez. Mais ce qui structure notre nation et ce qui nous a toujours permis de faire face aux agressions, c'est le catholicisme. Le catholicisme nous fait le catholicisme nous fait en fait comprendre que nous sommes un tout. Virtuellement, quand on se parle, on a l'impression d'être seul. On peut avoir comme ça des amis qui pensent comme nous, mais on se sent pas dirigé par quelque chose de puissant qui aille au-delà de la politique, qui aille au-delà je sais pas, des structures partisanes. C'est le catholicisme, c'est notre civilisation. Tant que nous sommes des bestiaux
sans boussole spirituelle, sans identité, il n'y aura aucune nouvelle France possible. En face, en fait, ça a beau être ce que vous voulez, des sauvages, des abrutis, ce que vous voulez, ils ont deux caps. Ils ont la natalité et ils ont la structuration religieuse. Même s'ils sont pas de bons croyants et que ils sont pas tous les jours dans leur édifice religieux en train de faire la prière, ils le gardent à l'esprit. Ils se disent, je suis ambassadeur de ma civilisation dans une ère géographique qui n'est pas mon ère géographique. Et j'ai deux devoirs, c'est convertir et puis plus tard dominer. Voilà. Et en fait, nous, on est désunis, on n'a plus de cap civilisationnel, on proteste virtuellement, quelle incidence avons-nous dans le réel? Quelle incidence avons-nous dans le réel? Pour qu'il y ait une sensation de puissance, il faut que les gens se retrouvent. Vous êtes tous isolés les uns des autres. Vous êtes tous dans vos salons ou dans vos chambres ou au boulot en train de regarder cette vidéo. Moi-même, je suis isolé à l'endroit où je le fais et où je fais cette vidéo. Et en fait, nous n'avons pas de superstructure avec des représentants de ces superstructures qui se disent, effectivement, j'ai des gens motivés, je peux en faire quelque chose. Voilà. L'évêque de Clermont et Urbain II au-dessus de lui, le pape Urbain II, je crois que c'était le pape Urbain II, l'évêque de Clermont, il voyait que les types, en fait, il faut comprendre que pour générer des énergies historiquement, il faut qu'on ait en face des gens énergiques. Là, il y a des gens qui pourraient avoir la tentation de faire des choses, de bouger. Imaginons, j'en sais rien, imaginons euh, un gradé dans l'armée, pas un très haut gradé, un mec, voilà, il se dit, allez, je sors en tank d'une caserne, on va tenter quelque chose. Je dis une bêtise énorme. Comment voulez-vous qu'il le fasse si en face de lui, il a des gens qui peinent à, par exemple, à assumer leurs idées publiquement? Combien je connais de personnes qui m'ont demandé une photo dans la rue et qui m'ont dit surtout ne la poste pas sur les réseaux parce que ça va être chaud pour mon travail. Mais si t'es pas capable d'assumer tes idées, comment tu veux que ton pays change? Si t'es pas capable de venir faire valoir ta culture millénaire, comment peux-tu demander à un tel de venir changer le pays? Ça ne viendra pas d'en haut, ça viendra de vous. Ça viendra de vous. Montrez que vous avez une incidence dans le réel, montrez que vous êtes capable d'avoir une discipline. Combien de fois j'ai dit aux gens, inscrivez-vous, passez votre permis de chasser, allez prendre une licence de tir, soyez en capacité de vous défendre. Quand je demande aux gens qui me posent des questions, combien l'ont fait, personne ne l'a fait. Et à côté de ça, les mêmes qui n'ont pas été foutus d'envoyer un putain de mail pour aller faire une formation, pour apprendre à se servir d'un putain de 12 ans, ce sont les mêmes qui disent « Oh, il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe un truc, il faut que les militaires ci, il faut que Zemmour ça, il faut qu'un tel ci, il faut que les youtubeurs ça. » Mais en fait, comment demander à des gens de faire si vous n'avez pas fait le minimum? Si déjà, à la maison, vous n'êtes pas capable d'assumer vos idées. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça le souci dans ce pays, c'est que on a des demandes. Bien sûr qu'on vit cette tragédie de manière extrême. Et on a des demandes extrêmes. Est-ce que nos efforts sont extrêmes? Est-ce que nos efforts sont extrêmes? Est-ce que le pas qu'on doit faire vers la personne qui fera des pas vers nous pour déclencher quelque chose, est-ce qu'on les a fait ces pas-là? Est-ce qu'on les a fait? Est-ce qu'on a été capable de les faire? Qu'est-ce que vous avez changé, vous, dans vos vies, pour vous rapprocher d'un modèle plus français, pour vous rapprocher de ce que faisaient vos ancêtres? Et cette question que je vous pose, je me permets de vous la poser parce que j'ai fait cet effort-là. Et je l'ai fait avant d'être sur YouTube et avant d'être écrivain. Je l'ai fait quand j'étais salarié comme vous. Comme vous. J'avais déjà fait des choix qui me rapprochaient d'une vie traditionnelle. Mon catéchisme, je l'avais fait, alors c'était dans l'église conciliaire, entre-temps je suis devenu cédé-vacantiste, hein, mais mon premier catéchisme, je l'ai fait tout seul, j'étais issu d'une famille de gauche, j'ai eu cette impulsion tout seul, c'était chiant parce que j'étais pas préparé à ça, parce que c'était la religion n'était pas dans mon domaine de pensée, c'était pas dans mon univers. J'ai fait l'effort, bordel, j'ai fait l'effort. Quand j'ai passé la première fois les portes de mon club de boxe, c'était compliqué. Tu prends des branlées pendant un mois et après ça va mieux. Et il y en a plein qui supportent pas les branlées pendant un mois. C'est pareil quand je me suis inscrit à la chasse, il y avait des gamins de 12 ans qui ont appris à chasser avec leur grand-père, ils m'ont humilié parce que moi j'y connaissais rien. Bon, eh ben j'ai pris sur moi, je me suis renseigné, j'ai appris des choses. Aujourd'hui, je suis chasseur. Aujourd'hui, je suis rentré dans cette famille-là. Je suis rentré dans la famille de la boxe. Je suis rentré dans la famille chrétienne. Encore mieux. Et ce que je veux essayer de vous dire, c'est que les indignations sur Internet, les vidéos, les entretiens chocs que je peux faire, tout ça, c'est 2% du travail. C'est les 2% du travail qui doivent vous donner envie de faire les 98% d'autres.
Vous comprenez? Je suis là cette année, j'ai pas envie de faire d'entretien choc parce que je n'en vois plus l'intérêt. C'est terrible. Je suis désabusé de voir à quel point il y a une distance entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et c'est pas grand chose que je vous demande. Je suis pas en train de dire sortez dehors et allez faire la guerre ou sortez dehors et faire la révolution. Je vous demande d'être apte à vous défendre et de faire des choix qui feront que vous et vos enfants vous ne vous retrouverez pas en position de vous faire égorger par des gens qui avaient une obligation de quitter le territoire français. Je suis parti à la campagne, j'ai appris à me défendre physiquement. Et après, j'ai appris à me défendre avec des armes parce que c'était important pour moi. J'ai appris à me nourrir tout seul. Aujourd'hui, Intermarché, il ferme, il y a une pénurie. Je sors de chez moi, je suis dans un endroit où les sangliers, ils doublent de population chaque année. Bon, ça c'est partout. Il y en a à 300 mètres de là où je vis. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y aura pas d'émergence de solutions si vous continuez à vivre comme des gauchistes, si vous continuez à vivre de la même façon que les gens que vous combattez. Voilà. Il faut trouver des solutions. Et ne me parlez plus de révolution si quand je vous dis allez trouver un boulot à la campagne, vous me dites ah c'est compliqué, j'ai pas envie, pas la motive. Les gars, il faut à un moment être proactif. Nous sommes menacés, nos enfants commencent à être tués. Non seulement on fait pas assez d'enfants, et je m'inclus là-dedans. Après, j'ai une position qui est particulière parce que quand il y a votre nom partout sur Internet qui est assimilé au nazisme, si vous voulez, pour rencontrer une femme, c'est complexe. Grâce à Dieu, j'en ai une dans ma vie, donc je vais essayer de fonder une famille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des gens pour qui ce sera un petit peu plus simple, voilà, parce que leur patronyme sera pas rattaché à 25 articles qui ramènent aux heures les plus sombres. Donc ce que je veux vous dire, c'est que des solutions, il y en a, il faut juste être proactif. On a en France, malheureusement, eu les testicules coupés par un État qui est omniprésent, qui s'occupe de tout dans vos vies, bon, sauf de l'essentiel, et qui en fait vous met des piqûres d'endorphine tous les jours. Tous les jours. Vous êtes dépendant de cet État-là. Et récupérer son indépendance, ça se fait dans la douleur. Les hommes se font dans la douleur. Vos ancêtres se sont faits dans la douleur. Nos civilisations se sont faites dans la douleur, dans le travail, dans l'abnégation, dans le sacrifice. J'ai écrit un chapitre entier sur l'édification des cathédrales qui étaient des sacrifices financiers, qui étaient des sacrifices de santé, de vie, de temps, d'espoir, pour faire émerger quelque chose qui se rapproche d'un idéal. Nos ancêtres avaient un idéal, c'est ça. La vraie nourriture des hommes, c'est un idéal. Or, nos générations n'ont plus d'idéal. On veut plus de confort, on veut moins d'immigration, on ne veut plus d'idéal. Vous devez récupérer un idéal. Votre idéal doit être, je veux renouer avec la religion de mes ancêtres. Je veux renouer avec la force de mes ancêtres. Je veux renouer avec la maestria de mes ancêtres. Je veux renouer avec la puissance de mon pays tel que mes ancêtres l'avaient fait. C'est ça en fait. Et le problème, c'est que tout ce virtuel pour Lola, dans une semaine, c'est réglé, vous le savez très bien. On va pousser des coups de gueule, on va faire des posts, des vidéos. Moi le premier, on va s'indigner. Et cette courbe de l'indignation va redescendre, et puis on passera à un autre dossier, on passera à autre chose, parce qu'Halloween va arriver, parce que je sais pas quoi, Noël, parce qu'il va y avoir autre chose, parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar. Une actualité en chasse une autre. Ce qui demeure, derrière ces faits-là, ce qui demeure, c'est l'inactivité des gens de bonne volonté. Ils sont de bonne volonté, ils ont compris quels sont les problèmes, ils ne veulent pas adopter les solutions qui vont les protéger de ces problèmes. On ne sauvera pas la France en allant habiter à la campagne, en apprenant à se défendre, c'est certain. Par contre, on peut se sauver soi. Voilà. Je préfère laisser mon gosse se balader du côté de la Barthe de Nest dans les Pyrénées, du côté de Saint-Paul-de-Jarrat en Ariège, du côté de l'Astour dans l'Aude. Je préfère laisser mes gosses se balader dans ces rues-là que les jeter en pâture à l'école de la République et aux hordes de sauvages dans les grandes villes. Ce qu'il faut aujourd'hui, je crois que c'est une phrase de Rochdy, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est sauver des Français. On ne peut plus sauver les Français. Notre pays est allé trop loin dans la décadence, dans le reniement de Dieu. On est allé trop loin dans la négation de ce que nous étions. Et si vous voulez, aujourd'hui, on est tellement allé loin là-dedans qu'il y a des choses qui sont en partie irrécupérables.
il y a une partie de la population française qui est irrécupérable. Et je ne parle pas que de celle qui a été importée. Je parle aussi de gens qui sont des Français de souche qui sont irrécupérables. Moi, je pense aujourd'hui qu'il n'y aura pas de solution politique. Avec toute la bonne volonté du monde, le Front National, Zemmour, qui vous voulez, il n'y aura pas de solution politique. C'est verrouillé. Il n'y aura pas de solution. Voilà. Il n'y a pas de ZOS 2027, de ZOS 2042, ZOS 2125. Il faut arrêter avec ça. Et c'est pareil pour le FN. Oui, l'année prochaine. Il faut arrêter avec ça. Et je vous jure, il faut arrêter avec ça. Il n'y aura pas de solution comme ça. La seule solution qu'il peut y avoir, c'est un effondrement, une situation tendue qui va forcer les gens à renouer avec la rusticité. Voilà. Et là, il y aura ceux qui vont survivre et ceux qui vont pas survivre. Ce que je vous demande, c'est d'être apte à survivre. Voilà. Je vous demande de pas vous retrouver dans la même situation que Jean Eudes, chemise de flanelle, barbe de hipster, dans son 3 pièces à Paris, qui sait pas ouvrir un animal en deux, qui sait pas des trucs élémentaires, qui sait pas faire des trucs élémentaires en fait, comme par exemple survivre. Voilà. Ne vous retrouvez pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, je crois, à mon avis, hein, je crois que vraiment, il n'y a plus que ça qui peut nous arriver de bon, si vous voulez. Il y a plus que ça qui peut nous sauver. Nous sommes allés trop loin, tout est verrouillé, la collaboration est généralisée. Il faut que vous preniez les devants, il faut que vous deveniez proactif pour vous et pour vos proches. Je vous demande pas d'aller faire la révolution derrière une barricade, je sais pas à quel endroit. Vous, au sein de votre propre famille, les familles que vous allez fonder, faites cet effort-là, s'il vous plaît. Évitez que vos enfants soient la prochaine Lola. Lola, on n'a pas pu la protéger. Faites en sorte que vos enfants ne soient pas la prochaine Lola. On a besoin d'enfants qui ont été éduqués par des parents qui avaient de bonnes valeurs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais pas faire un live très long. C'était juste pour réagir là-dessus. Tout ça va rester dans le virtuel. Ce qu'il vous reste à faire après l'indignation, c'est le plus difficile. Voilà. Une fois qu'on s'est indigné, on est soulagé. On retourne être exactement le même fils de pute qu'on était juste avant de s'indigner. Non, non. Que ce qui s'est passé, que ce qui est arrivé à Lola, soit l'impulsion qui vous manque pour faire et prendre les bonnes décisions. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Arrêtez de me parler de communautarisation. La première des communautarisations de vos ancêtres, c'était l'Église. La communauté numéro 1 de la France d'avant, c'était le catholicisme. C'était le catholicisme. À la paroisse, vous avez rencontré des mecs solides qui pensent comme vous. Alors pas à toutes les messes, hein, les messes traditionnelles. Vous allez aux messes traditionnelles, vous allez voir la gueule des mecs qu'il y a autour, il y a quelque chose à en tirer. J'ai rencontré des gens merveilleux dans les messes traditionnelles. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à un niveau que jamais j'aurais pu soupçonner. Une coopération, une envie d'entraide qui nous fait défaut à nous, la communauté française. Voilà. Donc allez dans les messes traditionnelles, rencontrez des gens qui vous ressemblent, allez vous nourrir de la parole de Dieu. Apprenez à vous servir de votre corps, faites-en une forteresse inébranlable, mettez votre famille à l'abri, survivez, le monde vous appartiendra. Fin du direct. Merde, j'ai raté ma fin. Fin du direct. Allez, bon courage à tous et à la prochaine.